Salut la team, j'ai vu le 4e épisode de House of the Dragon et comme d'habitude je vous fais une vidéo sur mon avis, ma réaction et surtout des explications. Et on commence dès maintenant, n'oubliez pas de commenter et de liker, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 5000, oui, plus de 5000, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, ça me va droit au cœur et bonne vidéo. Bon. On va pas se mentir, le sexe joue un grand rôle dans le monde de A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin. Non seulement cela donne un côté vrai à la série, bon, vous savez pourquoi, mais du fait que la série parle de roi et donc d'héritier, il est tout à fait normal dans ce paysage politique de voir comment cela se passe vraiment dans tous les sens du terme, comme la scène de l'accouchement du premier épisode par exemple, ou la scène de cet épisode entre le roi et Alicent. Ainsi, alors que Game of Thrones a pimenté le genre fantastique avec de la nudité et de la violence, les deux éléments semblaient naturels pour l'histoire que la série voulait raconter. Cependant, le problème est que les moments lubriques de Game of Thrones étaient souvent faits pour nous choquer plus qu'autre chose et aussi rendre certains persos encore plus mauvais à nos yeux. Et finalement, c'était vraiment malin de nous emmener à croire que tout allait être pareil avec la scène entre Rhaenyra et son oncle, mais aujourd'hui, House of the Dragon avait comme opportunité d'affiner et de perfectionner ce qui était déjà une superbe expérience télévisuelle dans Game of Thrones. Et cette première approche de l'émission en matière de sexe à l'écran est certainement beaucoup plus recherchée et affinée, même si on a dû passer par quelques beuteux à droite à gauche. Et l'épisode 4, King of the Narrow Sea, nous montre à quel point la série ne veut pas faire du Game of Thrones, elle veut sa part du gâteau et être complètement différente, et bravo pour ça. Trouviez-vous mon arrière-grand-mère aussi belle qu'on le disait? C'est que cela remonte à un demi-siècle, princesse. Oui, comme vous dites. À maintenant plus ou moins 18 ans, va savoir, Rhaenyra Targaryen apprend tout sur les joies de s'amuser et puis, immédiatement après, ses conséquences. L'épisode est relativement sensible et nous montre à quel point il est facile pour une fille royale, protégée, de se laisser emporter par une émotion inconnue. Certes, la plupart des offres ne couvrent pas les complications qui découlent de la rencontre avec son oncle. L'arrivée de Daemon le voit apprendre à Rhaenyra à prendre ce qu'elle veut et à comprendre que le sexe est un plaisir pour les femmes tout comme pour les hommes, ce qui les amène à se faufiler dans un bordel où Daemon embrasse et déshabille Rhaenyra. Oui, c'est chaud quand même. Lorsque la princesse retourne finalement dans ses appartements, elle décide de perdre sa virginité au profit de Sir Criston Cole. Mais son plaisir se transforme en conflit quand Otto Hightower dit à Viserys qu'elle a été surprise en train de coucher avec Daemon dans la ville. Mais finalement, cette information, elle n'est pas complètement vraie. Daemon refuse de nier ses affirmations et suggère même qu'il épouse Rhaenyra. Alors cela, on l'avait pas vu venir, mais Viserys le bannit à la place. Viserys rencontre ensuite Rhaenyra pour lui expliquer plus en détail le rêve d'Aegon le Conquérant et la réprimander pour ses scandales, l'informant qu'elle doit épouser Laenor Valerion et surtout qu'elle doit se taire. Et finalement, dans la scène finale de l'épisode 4, Viserys envoie à Rhaenyra une tisane pour mettre un terme à ses possibles conséquences. Alors que House of the Dragon met en place le mariage de Rhaenyra avec Laenor, une nouvelle main, et surtout, encore un Daemon exilé, Viserys prouve jusqu'où il ira pour défendre Rhaenyra en tant qu'héritière légitime. Vous ne m'avez toujours pas demandé ce qui s'était réellement passé. La vérité n'a aucune importance, Rhaenyra. Rhaenyra a ardemment nié qu'elle et Daemon aient couché ensemble, mais Viserys, lui, a quand même envoyé la tisane pour éviter une grossesse. Bien qu'il soit vrai qu'elle ait perdu sa virginité cette nuit-là, elle disait la vérité sur le fait que ce n'était pas Daemon, Viserys n'ayant aucune idée qu'elle avait probablement couché avec Criston Cole. En tant que tel, Viserys, lui envoyant la tisane à la fin de l'épisode, prouve qu'il ne fait plus confiance à sa parole. Bien qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour défendre sa revendication et assurer l'unité des Targaryens, Viserys ne la croit plus. Bon, il réalise aussi probablement maintenant que Rhaenyra continuera à rechercher ses plaisirs comme le ferait n'importe quel héritier mâle, et la tisane est le seul moyen pour lui d'être sûr qu'elle ne produira pas de bâtard avant de se marier.
Et franchement, c'est un peu se foutre de la gueule du monde, surtout dans le monde de Game of Thrones. La motivation sous-jacente de Viserys est d'unir le royaume et de protéger la succession de la maison Targaryen, donc empêcher le nom de Rhaenyra d'être sali par une grossesse bâtarde ou des rumeurs d'affaires est une priorité cruciale. Et suite aux rumeurs de son rendez-vous avec Daemon, Viserys informe Rhaenyra qu'elle épousera Sir Laenor Valerion sans protester. Rhaenyra est d'accord car c'est son devoir en tant que princesse de Père-Dragon, mais rétorque que Viserys doit d'abord prendre des décisions en tant que roi. Rhaenyra se rend immédiatement compte que ses fiançailles avec Laenor est un moyen pour Viserys de combler le fossé entre les Targaryens et les Valérions, car le plan du serpent de mer de marier Laena à un seigneur de la mer de Braavos et l'union des Valérions avec les cités libres, ça serait pas du tout bon pour le pouvoir de la couronne. Avec Laenor et Rhaenyra mariés, Viserys retrouve la flotte de Valérion et la force nécessaire alors que les deux familles de l'ancienne Valyria gouvernent le royaume. Leur mariage permet également à Rhaenyra de sécuriser davantage sa succession par le biais d'héritiers, ce que Viserys lui a conseillé de faire dans l'épisode 3, étant donné que la position de Rhaenyra en tant qu'héritière continue d'être minée par son demi-frère Aegon en tant que fils aîné du roi. Avoir le pouvoir de la maison Valarion derrière elle est un atout incroyable pour sa revendication. Corlys et Rhaenys seront beaucoup plus susceptibles de soutenir Rhaenyra sur Aegon si leur fils est le roi consort et que leurs petits-enfants sont les prochains en lice pour le trône de fer. Cette dague a appartenu à Aegon le Conquérant. Avant cela, à Aenar. Avant cela encore, eh bien, c'est difficile à dire. L'une des premières révélations les plus mystérieuses de la bande-annonce a été le retour du poignard en acier valérien de Game of Thrones. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo, donc pas besoin de répéter ici, vous suffit de la chercher. House of the Dragon donne maintenant plus d'indices sur les origines du poignard en acier valérien et son lien plus profond avec la prophétie d'Aegon et le roi de la nuit. Viserys Targaryen porte à sa ceinture le poignard partout où il va. Cette fois-ci, le roi montre à Rhaenyra l'inscription sur l'acier de cette fameuse dague. Viserys révèle qu'il n'est pas sûr de la véritable origine de la lame, mais il sait qu'elle appartenait autrefois à Aenar Targaryen, qui a amené la famille à Père-Dragon avant le destin de Valyria. Le poignard a ensuite été passé à Aegon le Conquérant, qui a fait graver son rêve, A Song of Ice and Fire, dans l'acier par un pyromancien. Écrite en haut valérien, l'inscription se lit « De mon sang vient le prince qui a été promis et sa volonté sera la balade de la glace et du feu ». Les mots sur le poignard relient maintenant le rêve d'Aegon à la prophétie du prince qui a été promis, qui a motivé Mélisandre tout au long de Game of Thrones. La prophétie de la femme rouge affirmait que le prince qui a été promis était un sauveur dans la religion du Seigneur de la Lumière qui tirerait Lightbringer des flammes et mettrait fin aux ténèbres. Cela signifiait que le prince prophétisé sauverait l'humanité de l'anéantissement complet par le roi de la nuit et les marcheurs blancs, ce qui est exactement ce que Aegon voit dans sa vision. Cependant, le rêve d'Aegon avant House of the Dragon ajoute une autre couche en révélant ce dont Mélisandre n'était pas exactement consciente. Le prince serait un descendant de la maison Targaryen qui s'assierait sur le trône de fer et unirait Westeros contre le froid et l'obscurité. Les prophéties étant désormais essentiellement identiques, cela indique que le prince envisagé qui a été promis, en fait c'était Daenerys Targaryen et Jon Snow. Entrez. Après qu'Otto ait dit à Viserys que ses espions avaient attrapé Daemon et Rhaenyra dans un bordel, Viserys voit à nouveau la nature imprévisible et scandaleuse de son frère. Au début en colère que Daemon ait séduit sa fille, la décision de Viserys sur la façon de procéder avec Daemon devient claire une fois qu'il se rend compte que c'était vraiment, et une nouvelle fois, le trône de fer qui est en jeu. Cependant, ce n'est pas tout à fait exact, car la priorité de Daemon n'est pas de devenir le roi de Westeros, ni même de s'asseoir sur le trône de fer. Ce que Daemon veut, c'est l'approbation de Viserys et s'asseoir à côté de lui sans être plombé par ceux qui l'entourent. Mais bon, on va pas se mentir, le mec s'y prend avec les pieds quoi, d'accord quoi. Et finalement, à la fin de l'épisode 4, Viserys exile une nouvelle fois Daemon
de Port-Réal, et en 4 épisodes, le gars s'est déjà fait bannir 2 fois, enfin c'est incroyable. Il suggère que Daemon retourne dans le Val avec sa femme, mais explique plus tard qu'il ne se soucie pas d'où Daemon va, ou de ce qui lui arrive, tant qu'il est hors de sa vue. Dans les bouquins, alors attention, peut-être spoiler, Daemon retourne au Stepstone pendant une brève période après son exil, mais part bientôt pour le Val pour tenter de réclamer Runed Stone une fois que sa femme, Rhea Eroys, est décédée. Après avoir été renvoyé du Val, Daemon se rend à Driftmark où il convainc Corlys Velaryon de le laisser épouser sa fille Laena. Incroyable ce gars, il est bien incroyable. Votre Majesté. Et maintenant qu'Otto Hightower a été renvoyé en tant que main du roi et renvoyé à Howtown, Viserys Targaryen a besoin d'un nouveau conseiller de confiance. Dans Fire and Blood, le successeur d'Otto est Lord Lionel Strong, qui était auparavant maître des lois au sein du petit conseil de Viserys. Lionel est en fait le seul conseiller de Viserys qui a donné de bons conseils tout au long de House of the Dragon et qui représente apparemment les solutions les moins intéressées aux problèmes du roi. C'est Lionel qui a suggéré que Viserys épouse Laena Velaryon pour un avantage politique, et aussi Lord Strong qui a proposé la solution que Rhaenyra Targaryen épouse Laenor Velaryon pour les mêmes raisons. Et voilà, maintenant, fais-moi part de ton avis sur l'épisode dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner, la commenter. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous. Hasta la vista.